Et on est parti. Bonjour à tous, bonjour Jocelyn. Bonsoir tout le monde et bienvenue chez Fil Formation pour ce webinaire basé sur la parodontologie et le concept 2D, 3D, 4D. Alors la parodontologie, on en fait tous les jours et là on sort de la clinique et vous aussi tous les jours vous faites de la parodontologie. On va voir comment utiliser le concept 2D, 3D, 4D pour le traitement des maladies parodontales. Tourner absolument vers ce traitement complet, on va dire pluridisciplinaire, parce que la parodontologie fait partie de notre arsenal thérapeutique et Sébastien l'a dit, on utilise tous les jours cette magnifique spécialité. Alors pour rentrer très rapidement dans le sujet, il faut qu'on fasse un tour rapide du concept 2D, 3D, 4D. Rassurez-vous, ça va prendre 2 minutes, on se rafraîchit les idées et on va directement dans le vif du sujet. C'est une boucle numérique qui va nous permettre d'intégrer d'abord nos plans de traitement, réaliser des diagnostics vraiment très précisément, faire des chirurgies bien sûr, enregistrer, créer, intégrer ces restaurations. Et pour être tout à fait complet et ne rien oublier, eh ben on l'a déjà vu lors de nombreux webinars, on a mis en place ce concept avec 3 familles, la famille de la 2e dimension, la 3e dimension et la 4e dimension. Donc ça, ce sont les outils digitaux que l'on va utiliser. La 2e dimension, elle va être fondamentale dans l'utilisation et dans la communication pour le patient, notamment à travers les photographies, les vidéos, également les radiographies, qu'elles soient des bilans long cône que l'on va faire en parodontologie encore plus, ou des diagnostics en 2D. Absolument. On va même aboutir sur des résultats esthétiques, vous le savez comme nous. Maintenant, la 3e dimension va nous permettre de rentrer, notamment avec ces empreintes, avec les fameux scanners intraoraux, dans le vif du sujet, si j'ose dire, et faire prendre conscience aux patients, éventuellement de problèmes de prématurité si on le souhaite, de voir des problèmes également de malocclusion, mais surtout positionnement des dents, voir dans la vraie vie où est-ce qu'on se situe, un déchaussement, une atteinte de bifurcation, tout ce qu'on va voir en détail. Et le cone-beam en parodontologie permet de quantifier la quantité de parodonte profond, le volume osseux disponible et d'étudier encore cela et bien sûr sera utilisé pour les traitements. Et puis il reste la 4e dimension qui a trait plutôt à la fonction et à la partie occlusale, mais on sait que la partie occlusale elle influence fatalement les structures sous-jacentes. Le parodonte est influencé par l'occlusion, même si ce n'est pas un facteur déterminant, c'est un cofacteur des problèmes parodontaux et on a besoin d'utiliser ces données également. Voici l'ensemble des outils. On a fait vite. On l'a fait très rapide. Et maintenant, comment est-ce qu'on va les utiliser au quotidien pour mélanger et mixer tout ça, Jocelyn? On va faire 2 cas cliniques, mais avant, on aurait juste besoin d'intégrer, et c'est très important, là encore, même si on fait de la parodontologie, la notion de laboratoire. Le laboratoire numérique, on salue d'ailleurs Emotion Lab, est un élément fondamental dans la prise en charge du patient, dans le traitement vraiment intégral du patient, avec notamment des échanges permanents que vous avez l'habitude de faire entre le laboratoire et la clinique, mais plus encore avec des relations entre le virtuel et le réel, et on va le voir sur les 2 cas cliniques que l'on souhaite présenter ce soir. Parce que dans ces cas cliniques, bien sûr, on va parler de parodontologie, de maladies parodontales, d'esthétique, de gencives en général, mais on va parler aussi de la réhabilitation qui suit, c'est les 2 absolument mélangés. Et ce qui ressort du concept en général, et on prend souvent cette bibliographie-là parce qu'elle nous importe fortement, le fait d'avoir évalué pour des traitements sur un plan, mais c'est valable en parodontologie aussi, on voit à travers cette bibliographie que le flow digital est plus efficace, et pas que. Plus efficace, on rationalise nos traitements, on a également un effet de productivité plus important. Là encore, on insiste, il y a de la paro, mais il n'y a pas que de la paro. Mais la parodontologie va également être servie par ces données numériques. Et c'est évidemment ce concept 2D, 3D, 4D que vous pouvez retrouver en détail sur Fil Formation à travers plusieurs modules, vous le savez maintenant. C'est évidemment basé sur de la bibliographie, mais c'est également un concept d'organisation. Et cette organisation au sein du cabinet va directement nous guider dès lors qu'on veut faire notamment de la parodontologie. C'est toute la finesse de ce module 2D, 3D, 4D, notamment lors de la première consultation. C'est-à-dire que dès la première consultation, on va utiliser la photographie pour communiquer avec le patient, lui faire prendre conscience de ses problèmes quels qu'ils soient. Là, on est encore assez généraliste et on rentrera dans les cas cliniques tout à l'heure pour voir concrètement la mise en œuvre. Et puis, qui dit paro dit nécessairement des examens complémentaires. Ces examens complémentaires, c'est une session en plus qui peut être mise juste après la première consultation, au cours de laquelle il se passe un ensemble de choses qui nous permettent de réaliser notre diagnostic parodontal. Exactement. Alors, dans la structure fil dentaire, c'est une personne spécifique qui s'occupe de ces examens complémentaires, mais on peut tout à fait, on l'a longtemps eu fait, réaliser nous-mêmes nos examens complémentaires. Dans l'organisation du concept, ça dure 1h30, et vous voyez, en direct, nous avons listé un certain nombre de choses, évidemment l'enseignement à l'hygiène, les empreintes numériques pour rentrer dans la famille de la 3e dimension, un détartrage avec un polissage comme jamais les patients n'ont eu, puisqu'on va prendre le temps de réaliser ce geste-là,
Un status qui va, et vous allez le voir en détail, être parfois pas tout le temps simple à mettre en œuvre. Et puis évidemment, ce charting parodontal pour voir les profondeurs de poche, les pertes d'attache, les saignements, présence de plaques et encore un grand nombre de choses, vraiment de façon extrêmement précise. Le patient se sent intégré, impliqué et pris en charge dans une professionnalisation, j'ai envie de dire, de cette consultation. Et puis, on suit en fait le développement de la science médicale. Pour prendre en charge et faire un diagnostic parodontal, il faut un charting, il faut que le charting soit réalisé, qui va permettre de porter un diagnostic. On utilise les chartings qui sont libres d'accès de l'Université de Berne, que vous pouvez aller chercher sur Internet. Du reste, sur notre site aussi, on va vous donner les liens et tout l'ensemble. Et le fait de faire ce charting de manière très sérieuse, c'est une vraie approche de traitement de la maladie parodontale. On ne prend pas ça à la légère, on soigne les gens complètement, on fait un diagnostic médical bien précis pour pouvoir avancer et leur expliquer l'ensemble. Et le diagnostic de la maladie paro, c'est charting et status. Exactement, on va expliquer aux patients qu'on va venir mesurer le degré d'attache de la gencive, mais également mesurer le degré d'attache de l'os à travers notamment ce status radiologique qui va faire entre 10, 12, 14 radios. Vous savez qu'il y a des cotations particulières dont on parle dans le module 2. C'est vraiment de la famille et la deuxième dimension. Et là encore, quel meilleur exemple qu'avoir une radio face au patient pour lui expliquer qu'il y a une perte d'attache, qu'il y a une lyse osseuse et qu'on va devoir traiter cette maladie. Et c'est absolument majeur, on ne saurait plus travailler sans ça. C'est-à-dire qu'on se sert très peu finalement maintenant de la radio panoramique. Quand on a besoin de quelque chose de détaillé, c'est un bilan long code vraiment bien réalisé avec des angulateurs de Rhin, c'est correctement réalisé par une de nos consoeurs, elles sont deux, qui le fait parfaitement. Et puis après, il y a le diagramme de Tonetti, où on va monter encore la communication avec le patient pour lui expliquer sa pathologie et pourquoi on va le traiter, de quelle manière. C'est-à-dire ce diagramme, vous le savez, toujours gratuitement, c'est un outil numérique dans l'Université de Berne qui nous l'offre, c'est qu'on va mettre en place des facteurs de risque et en fonction de ces facteurs de risque, est-ce qu'il y a des antécédents de tabac, est-ce qu'il y a un grand nombre d'implants, est-ce qu'il y a des dents absentes, eh bien on va avoir un risque parodontal précis qui va nous donner une indication, que vous respectez ou pas d'ailleurs, quant à la visite, on va dire trimestrielle, biannuelle ou annuelle, en fonction du risque parodontal, cette fameuse thérapeutique de soutien parodontal qui, vous le savez comme nous, en parodontologie, est au moins aussi importante que le traitement initial. Sans cela, nous n'avons pas de résultats stables dans le temps. C'est Lang notamment qui le décrit largement dans sa excellente littérature avec son article sur le Risk Assessment. Donc tu veux dire que dès le début de la communication avec le patient, on a fait un bilan précis, on a fait un diagnostic précis et on a induit la notion de recall, de rappel, de suivi médicalisé pour la maintenance de sa maladie parodontale, d'être bien fait du traitement de la maladie parodontale. Et c'est dès le départ que le patient est au courant, il est au courant des honoraires qui vont avec, absolument. Et il découvre rien du tout après coup, et c'est hyper important. Si à la fin du traitement, vous vous retrouvez avec, on a tout fini, mais maintenant vous en allez avoir pour X euros, 90, 100, 110 euros tous les 3 mois, le patient a de quoi tiquer. Si ça a été annoncé en amont, notamment avec un traitement plus global, avec un devis conséquent parfois, eh bien ça passe entre guillemets beaucoup mieux. Mais tout ceci, c'est encore une fois au service du patient. Ils le comprennent aisément à partir du moment où ils sont pris en charge dans ce schéma parodontal-là. Et cette démarche, pour la faire au quotidien en permanence, on n'y pense même plus, c'est une logique totale et les gens adhèrent complètement. Ils sont contents, ils nous remercient d'avoir des explications correctes. Ils sentent qu'ils sont pris en charge de manière professionnelle. On arrive au dernier examen complémentaire qui est le fait de prendre des empreintes digitales avec une caméra intraorale. À quoi sert cette empreinte digitale, Jocelyn, quand on la demande à notre hygiéniste pour le faire ? Alors, à nouveau, faire prendre conscience de certaines choses. On voit ici des édentements, on voit également parfois des inversés d'articulés, on voit des récessions, on se retrouve parfois avec des visions qu'on peut confirmer lors d'un examen radio avec le scanner, on a parlé des atteintes de furcation. Il y a énormément d'éléments, c'est un élément supplémentaire. Et puis vous le savez, pour ceux qui avaient suivi le module 3, on a évidemment la possibilité d'utiliser tout au long du traitement ces empreintes pour réaliser un guide chirurgical. On verra l'utilisation tout à l'heure dans des cas cliniques, pour réaliser pour l'esthétique des mock-ups et des clés. Bref, un ensemble d'éléments dont nous avons forcément besoin et ça commence par cette empreinte optique. C'est-à-dire que là, on a pris des informations dont on n'aura plus besoin d'y revenir plus tard et c'est autant de choses qui nous permettent d'avancer rapidement et donc de gagner du temps. Venons-en peut-être maintenant au premier des deux cas cliniques, et on discute de l'ensemble de la gestion de ce cas. Notre patient se présente dans la discussion en disant « je n'en peux plus de ma bouche, je commence à être très gêné par l'espace, mon diastème, mon espace qui s'agrandit entre les incisives, et j'ai du mal à mastiquer correctement. » Dans sa bouche, ce qui présente, c'est cette situation-là, avec effectivement une vestibuloversion des incisives.
Et ce qui nous importe, c'est dans la démarche du concept 2D, 3D, 4D, on va évidemment au cours de cette première consultation prendre une radiographie panoramique qui vous donne une idée globale de la fonte osseuse et de la situation orale du patient. Toujours est-il que lors de cette première consultation, vous le savez, on va faire 12 photographies qui nous permettent de communiquer avec le patient, ce qui nous permet de lui montrer la situation orale et cette radio. Tu veux dire, Sébastien, dans ce concept, tu fais ça pour tous les patients. Le patient qui vient pour un bilan, tu vas faire tes 11 photos endobuccales, tes 2 photos exobuccales, systématiquement. Le patient qui vient pas pour un bilan, je vais lui faire aussi. Ok. Tous les patients, en première consultation, ont la même consultation. On y insiste énormément dans le module 1, qui est le module d'organisation de l'ensemble du cabinet, parce que c'est systématique pour tous les patients, et c'est très agréable pour toute l'équipe, parce que votre assistante, elle sait ce qu'il faut faire. Souvent, dans le bilan paro, quand je sonde au fauteuil, à la première consultation, je fais mes photos. Si je vois que c'est paro, pour pouvoir expliquer au patient la maladie parodontale, en fait, je prends ma sonde, je sonde dessous et je lui montre. Je le prends en photo, je prends ma sonde en photo en lui disant, voyez, vous avez un trou de cette longueur-là sous la gencive. Et c'est la communication avec de la photographie. Tu veux dire que tu vas faire 2 photos à peu près équivalentes, une sonde en poche pour mesurer la perte d'attache et l'autre comme celle-ci où tu vas mettre la photo avec la sonde exactement sur la poche. De manière à commencer à communiquer avec le patient patient est capable de voir là le tartre sérique, la plaque qui peut rester, et on commence à aborder cette discussion. À partir de là, on l'a vu dans l'organisation, on sait que c'est paro, il y a des problèmes parodontaux, on a besoin avec le patient d'aller expliquer au patient. On a besoin d'aller faire des examens complémentaires. Ces examens complémentaires, on vient de les lister. C'est les empreintes en 3D, faites par une de nos consoeurs, très bien, qui vont nous permettre de commencer à appréhender et de montrer aux patients plus tard les rapports d'occlusion, parce que là, ça commence à être très problématique, vous en conviendrez. Ça permet aussi de vous montrer, de partager avec vous l'ensemble de la séquence. Et puis, le bilan parodontal, le sondage, on l'a évoqué à l'instant, avec ce sondage qui nous permet, moi je parle des petits carrés bleus, les petits carrés bleus c'est la plaque, c'est tous les endroits où il y avait de la plaque au moment où on a sondé. Quand vous êtes paro, en général, il y a des carrés bleus partout. Exactement, on se retrouve avec des éléments objectifs, c'est ça qui est important, c'est pas une vue de l'esprit, on n'est pas chez le garagiste où on essaie de mentir, non, il y a des éléments factuels où l'on a du bleu, du rouge, des pertes d'attache et les patients le comprennent aisément. Et donc, au-delà de 3 mm, c'est écrit en rouge, et on voit les profondeurs jusqu'à 8-10 mm. Le patient est parfaitement conscient de ça, mais il voit bien qu'on est en train de faire un diagnostic bien complet. La réalisation du bilan long cône est absolument fondamentale, on l'a vu, pour l'évaluation des papilles osseuses, des supports, l'évaluation de l'ensemble de la maladie parodontale en général. Et puis, et ça va nous permettre de porter le diagnostic de maladie parodontale, dans ce cas-là, le grade 3, stade 4, c'est-à-dire très avancé, avec des pertes de dents, etc. On rajoute dans les bilans complémentaires, et ça c'est nous qui allons le réaliser, l'examen fonctionnel, et dans le cas de notre patient, c'est important, parce qu'on va pouvoir se poser la question de la reconstruction, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'on va garder ses dents ou pas? On n'en sait rien. Est-ce que vous avez décidé? Moi, à ce stade-là, j'ai toujours pas encore décidé si j'allais garder les dents. Et c'est important parce que tu viens de le dire, cet examen 4D, qui fait partie du concept 2D, 3D, 4D, on ne va pas forcément le systématiser. C'est pas mettre tout le monde dans la même boutique ou la même boîte, c'est qu'on va se servir de ces fameux outils, fabuleux outils numériques, si et seulement si on en a besoin. Sébastien vient de dire, là évidemment, il y a un réel besoin, mais quelqu'un qui n'aurait peu ou pas de pathologie, nous n'aurions pas forcément besoin de réaliser cet examen. Exactement. Ça va être, et on l'a vu, le concept, il est systématique et rationnel. Rationnel, ça veut dire qu'on ne va pas surtraiter des patients. On va leur demander des examens qui sont nécessaires. Ce qu'on va voir ici sur cette image-là, donc c'est sous le logiciel Mojo qui permet d'analyser en 4D l'ensemble des mouvements, c'est que certes, il se plaint de rien, le patient, dans sa relation intermaxillaire, il est bien guidé par des canines qui ne bougent pas, tout le reste a bougé, tout le reste est parti devant, et quand on le manipule en relation centrée, ce qu'on voyait précédemment, il recule énormément. Donc on a des informations que l'on va garder dans notre poche pour l'analyse future des propositions thérapeutiques. Que vous fassiez là-dedans de la paro, de l'implanto, quoi que ce soit, il va falloir prendre ces informations et les utiliser. À partir de là, on a recueilli des informations. On va continuer avec des diagnostics qui vont nous permettre de se poser la question où est-ce qu'on met les dents. Là, en fait, tu es en train de constituer, après avoir fait tes diagnostics, un bilan numérique complet. Ce bilan numérique complet, on le voit également dans le module 1, c'est des diagnostics, mais c'est également des propositions. Exactement. Pour réaliser notre bilan numérique complet, on numérise le patient, c'est ce qu'on vient de voir, et puis on commence des diagnostics. Les diagnostics, c'est de se poser la question, ok, c'est diastème, comment ça se passe si
j'essaye de fermer le diastème, où est-ce qu'il faut que je mette les dents dans tous les sens de l'espace, et vous verrez, si vous faites le module 2, que dans ce cas-là, c'est très difficile d'aller faire un mock-up parce qu'il y a les dents en vestibule qui sont complètement vestibulées. Toujours est-il qu'on va choisir de basculer, de faire soit une proposition en gardant un petit diastème ou en le fermant. Ça va nous aider à construire notre 3D, notre DSD en 3D. Dans le cas présent, il est fait sous Exocad, on bascule dans le 3D, qui va nous permettre de commencer à proposer une réhabilitation orale au patient. On n'a pas encore fini le diagnostic, on voit un petit peu où est-ce qu'on met des dents dans son visage, parce que ça va nous influencer sur qu'est-ce qu'on garde, comment on le garde, est-ce que c'est possible. C'est intégrer un peu, et c'est ça qui est important, cette projection dans la finalité, dans le traitement même, parce que c'est comme ça la finalité, c'est évidemment traiter le patient, mais ça va largement te guider, ça va te rassurer également dans l'orientation que tu vas donner au niveau prothétique pour ce traitement-là. Exactement. Admettons que je décide que j'arriverai pas à sauvegarder les dents. Il y a 10 mm de poche sur certaines, il y en a 8 dans d'autres, et que je sois plus dans un développement qui est assez la mode en ce moment, ce qui n'est pas trop notre pratique, d'aller retirer les dents pour basculer systématiquement sur des implants. Dans le cas présent, si jamais je veux garder les dents, j'ai besoin de savoir où est-ce que je mets mes futures dents. Et si je veux mettre des implants, c'est pareil. J'ai besoin de savoir où est-ce que je mets mes futures dents. Quelle est ma relation intermaxillaire. Donc j'enregistre tout ça. J'utilise les mouvements enregistrés par Mojo pour prendre des bonnes informations et demander au laboratoire de faire mon wax-up digital. Et c'est issu de ce wax-up digital où je l'ai fait sur les vrais mouvements, si j'ai jugé qu'ils ont été pertinents, et ça c'est de l'occlusion, et on va le garder plutôt pour les autres modules. Et bien, une fois qu'on a réalisé tout cela, on a notre bilan numérique complet. On a un bilan qui est complet parce qu'on a les éléments diagnostiques initiaux, une projection des diagnostics. En fait, à ce stade-là, je suis capable de proposer un plan de traitement au patient, un plan de traitement sérieux, étayé, chiffré, timé. Là, on est carré et on est sérieux. Donc, il s'est passé 3 séances finalement pour réaliser ce bilan-là. Et c'est là où finalement, notamment, on parle de parodontologie sur la thérapeutique éthologique que tu vas mettre en place juste après, tu es largement rassuré puisque encore une fois, tu as tout bordé. C'est là où tu fais ton devis précis en fonction de l'évolution, notamment en fonction de ta cicatrisation également. Exactement. Et je vais pouvoir, à ce stade-là, je vais démarrer ma thérapeutique initiale et évoquer avec le patient les différentes options. Mais mes différentes options, j'ai de quoi les valider. Je ne le fais pas au hasard, je sais exactement où est-ce que je vais mettre des dents et pourquoi je vais le faire et qu'est-ce que je peux espérer d'un tel traitement. On va basculer, alors, patient dans cette situation parodontale avec une maladie très, très avancée. On choisit de démarrer par la thérapeutique initiale et le plan de traitement que l'on a choisi, c'est pour ça que j'ai choisi ce cas pour vous, c'est qu'on a choisi de conserver un maximum de dents, extraire ce qu'on devait extraire, conserver un maximum de dents, s'abstenir d'utiliser la solution implantaire qui ne serait pas recommandée dans le cas d'une maladie parodontale comme celle-ci. On fait la thérapeutique initiale, on a prévu de faire les chirurgies d'assainissement ensuite, mais vous savez qu'il faut très rapidement stabiliser les dents, et puis je ne peux pas le laisser avec des appareils amovibles. Et qu'est-ce qu'on va faire avec notre patient? On va faire le wax-up et imprimer le wax-up du résultat sur les dents présentes. Ça, c'est ce que le laboratoire va pouvoir imprimer. Et le laboratoire va créer notamment un bridge en coquille. Et pourquoi on va faire ce bridge-là? Vous me voyez venir. Dans la thérapeutique qui est proposée, on va retirer certaines des dents qui ne sont pas gardables. On va faire un bridge complet sur dents vivantes. Certaines vont devoir être dévitalisées. Et pour contenir le parodonte réduit et lui restaurer sa fonction. Ça va servir de contention et de fonction. Et ce cas est intéressant parce que vous allez voir qu'on va utiliser pour cela des prothèses très conventionnelles. Donc on a fait ces créations qui sont les outils de retour au réel réalisés par le laboratoire, le wax-up, la clé d'injection au cas où et les coquilles. Les coquilles, elles permettent d'être injectées. Donc le jour J, eh bien, on va préparer les dents, extraire les incisives par exemple. À la fin de la séance, on va rebaser notre bridge. On aura extrait nos dents, on va rebaser notre bridge et on a notre bridge provisoire comme ceci. Ce qu'on veut là, c'est driver la cicatrisation des muqueuses. Vous allez voir qu'on a mis du temps à réfléchir au départ. On va aller très rapidement sur notre traitement après. Issu de cela... Je t'interromps une seconde Sébastien, j'ai dans mon oreille quelqu'un qui me dit, on repassera, je crois qu'il y avait des demandes, notamment on l'a demandé, le webinaire sur le retour au réel, ce que tu montres là très précisément, parce que ça va un peu vite, mais c'est parfait pour la suite. En soi, le plus important, le retour au réel, c'est comment vous passez de votre dessin à la bouche du patient. Et c'est là, c'est le nerf de la guerre. Toujours est-il que là, on a préparé les dents, mis un provisoire,
pris l'empreinte d'emblée, on avait déjà dessiné, pris l'empreinte d'emblée de l'ensemble, et on va faire réaliser au laboratoire une prothèse qui a tout de conventionnel, parce que c'est un bridge complet à armature métal stratifiée à la main. Donc on dit, oula, on est loin du digital. Eh bien non, on n'est pas loin du digital. Le digital vous permet aussi de faire un bridge complet CCM. Alors bien évidemment, ça ne va pas être que fait par une machine, et le digital ne veut pas dire qu'on fasse tout par une machine. Dans le cas présent, bridge complet au maxillaire stratifié, on a livré au laboratoire le modèle, le FGP en face, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse fabriquer comme cela, et le laboratoire va nous fabriquer également la coquille du bas, le bridge provisoire du bas. On installe notre bridge complet au maxillaire, le bridge provisoire du bas. On va préparer les dents du bas et vous voyez que toutes les préparations, c'est des dents paro avec des pertes de hauteur d'attache importantes. Moi, je prépare jusqu'à l'émail. Je suis supragingival largement. Je ne vais pas enfouir des limites. Il n'y a aucun intérêt à aller enfouir des limites sur un cas pareil. Toujours est-il qu'on va pouvoir également réaliser une prothèse composite à la mandibule issue d'une empreinte digitale avec un bridge, pareil, un bridge d'effraisage, un stélite autour, et on finit notre cas, vous voyez, c'est un cas paro, on fait du digital, c'est pas un cas fancy avec des facettes et des implants partout, non, on fait de la paro, et on va finir avec, en la mandibule, une prothèse composite, un fraisage, un stélite, et, incroyable, on voit même un bout de cire. Tu n'as rien vu, rien dit, mais veux rien pourquoi savoir. pas, c'est-à-dire que le laboratoire va imprimer le modèle, va dessiner son châssis, réaliser le châssis, réaliser la prothèse. Il n'y a pas de mal à valider votre relation intramaxillaire avec de la cire avant de passer à l'étape suivante. Toujours est-il que, à l'issue de toutes ces réalisations, on a fait une prothèse composite à la mandibule, on a fait au maxillaire une prothèse très conventionnelle qui remplit sa fonction, qui rend la fonction au patient, et il lui rend son sourire. Si je sonde à l'issue de ma thérapeutique initiale, je suis à 3-4 mm de sondage, vous voyez, ma limite est supragingivale largement. C'est pas grave, Moi, il garde ses dents, mais bien supra. Je ne vais pas lui dévitaliser les dents pour enfouir sur mes limites au niveau des racines. Et quand je fais mon recall et que je sonde à nouveau, eh bien, j'ai mes poches qui sont largement passées. Le patient est hyper motivé, il nettoie parfaitement bien. Il a sauvé ses dents, il a maigri parce qu'il peut enfin manger. Donc il digère mieux, il a son bridge complet qui est en place, et vous voyez qu'au niveau des inters, ça se passe plutôt bien parce que justement, on l'a fait rapidement et en embrayant sur la suite, et on a un gain de temps, un gain de précision qui est absolument extraordinaire parce qu'on est allé vite, efficace. Voici l'image finale de notre prothèse composite. Vous direz, c'est fragile, ouais, mais dans son cas, à mon sens, c'est beaucoup moins fragile qu'un bridge complet sur implant, avec un risque de périimplantite aussi important. Donc il gardera ça le plus longtemps possible. Il est ravi de pouvoir fonctionner dans une occlusion qui est favorable et bien calée. Le tout, c'est de devoir bien tout border en amont, et notamment avec le laboratoire, tu l'as dit. 2 laboratoires ont travaillé sur ce cas-là, Emotion Lab pour la partie numérique, Créadan avec Laurent Bougette pour la céramique, et les deux ne sont pas antinomiques, loin de là, et c'est l'intérêt d'avancer sur cette technologie. Les deux travaillent ensemble, le patient va revenir tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il passera 1 heure sur le fauteuil à se faire nettoyer la bouche. C'est la condition de la sauvegarde de tout ça. Je crois que ça a parlé un peu d'occluso. Je pense que ceux qui sont intéressés notamment par l'occlusodontologie peuvent en profiter pour aller sur Fil Formation. Bientôt, ça devrait arriver la semaine prochaine, on espère. Jean-Daniel Ortlieb est venu avec Sébastien basculer sur la partie numérique et la partie occlusion, et on a la chance de pouvoir faire un replay qui dure plusieurs heures, un nouveau module qui s'ouvre sur Fil Formation. Module occlusion poussé avec comparatif analogique digital et discussion analogique digitale. Comme ça, personne n'est perdu, et avec l'expertise du professeur Ortlieb, ça va très loin. Tu veux parler 2 secondes? Tu as 1 seconde et demie en fait. De Paolo Cano qui va sans doute nous faire l'honneur de venir. On est ravis, on a bientôt la date, on aura la date d'ici la semaine prochaine. Paolo Cano, ce praticien exceptionnel brésilien, comme son aspect l'indique. Il est chirurgien dentiste et prothésiste dentaire, et il maîtrise le digital parfaitement, c'est une des références mondiales. Il nous fait l'honneur de venir nous visiter pendant 4 jours, on vous en reparle dès qu'on a les dates. Et puis surtout, ce qui nous est... Là, on est très heureux, c'est qu'on a nos modules en place qui sont DPC. Exactement, le module 2D, 3D, 4D. Après, on attaque sur le deuxième cas qui va aller vite, il est tard. DPC disponible sur le module 2D, 3D, 4D. Donc, offrez-vous un restaurant en même temps que vous allez vous former. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire ça. Et le module 2 également, le module 2D sur tout ce qui est photo, mock-up, partie laboratoire, vidéo, qui va également arriver. Deuxième cas, on part sur Anne. Allez, on va aller assez vite.
Anne qui vient parce que ses dents de devant bougent malheureusement. Anne, une charmante patiente d'une 40aine d'années. Là encore, on bascule sur notre module 2D, 3D, 4D, le concept classique avec les photos endobuccales, les photos exobuccales. On voit d'ores et déjà qu'on a une perte d'attache importante sur la dent numéro 11. On va passer sur la radio panoramique. Et puis très vite, on va se rendre compte qu'on est dans un schéma où on a besoin, non seulement, on est dans une première consultation pas simple, mais certainement un petit peu plus simple, voire même un peu plus complexe. Donc nous allons devoir réaliser nos examens complémentaires. Là, quand tu vois sa ligne du sourire, tu n'es pas dans les problèmes, toi. On a des curseurs rouges qui s'allument un peu de partout. On va donc basculer sur un schéma un peu élaboré, mais nous allons d'abord commencer par les examens complémentaires. Ces examens complémentaires, on en a parlé largement. Status, charting, empreinte numérique. On arrive avec nos diagnostics. Les patients, ils attendent quoi en fait? Ils attendent certains diagnostics, mais ils attendent avant tout un pronostic. En gros, est-ce que je vais perdre ma dent de devant, docteur? On est là dans un stade 3 généralisé avec un grade C pour une nouvelle classification. Je vous encourage à aller voir le site de la SFPIO où vous avez tout bien expliqué sur cette nouvelle classification. Petit coucou comme mon copain. Et puis on va aller plus loin, on va réaliser un examen 4D. Cet examen 4D, pourquoi? On l'a vu, on va avoir besoin d'analyser plus loin la fonction de la patiente et non pas juste un articulateur virtuel. C'est un avatar, Sébastien l'a très bien dit, de notre patiente et on a absolument besoin, vous voyez ici notre arc gothique, pour valider notamment, et vous vous en doutez, un projet esthétique qui va arriver puisque la patiente, dans son esprit, il est hors de question, si jamais on arrive à sauver des dents, il est hors de question de rester avec des gros trous noirs comme cela. Thérapeutique technologique, réévaluation. Alors, notre schéma en organisation, c'est diagnostic, examen complémentaire, vous avez compris, exposition au plan de traitement, réalisation de la thérapeutique initiale, première visite entre 4 et 5 semaines avec notre consoeur pour revoir avec la personne le passage des brossettes, hygiène conducteur, et 8 à 9 semaines après notre thérapeutique étiologique, on bascule sur une réévaluation. Réévaluation que vous pouvez voir sur l'écran à droite, avec quelque chose qui fonctionne bien, mais ce n'est pas suffisant concernant sa dent numéro 11. Combien tu as gagné sur la 11? Tu avais combien de millimètres sur la 11 au départ? On n'a pas trop mal bossé, mais c'est Isabelle, tu sais, qui fait la maintenance. Tu avais 9 maintenance. millimètres de sondage? Ouais, dans les postérieurs, on était loin. Et on n'avait pas d'atteinte de furcation. Tu as basculé à 5, c'est pas mal. Tu es passé de 9 à 5 déjà que par la thérapeutique étiologique. On essaie de s'appliquer quand même. On va arriver avec notre persistance de poche avec ses défauts que vous connaissez infraosseux. Donc là, on a 6 ou 7 de poche. Certains les arrêteraient là, en se disant, ouais, c'est déjà pas mal. Oui, on pourrait mettre en place un suivi. Il y aurait un risque important à 2 aspects, et je te rejoins complètement. Si jamais on veut aller plus loin dans la session esthétique du traitement, eh ben on risque d'avoir une évolution dans le temps et du même coup des limites qui vont pas forcément être satisfaisantes sur le moyen terme et puis de devenir de ces dents-là tout simplement. Ce serait pas fini. On va donc réaliser, toujours dans ce cadre de parodontologie, une chirurgie avec une régénération tissulaire induite, avec des lambeaux, des tracés d'incision un peu spécifiques pour réaliser des lambeaux avec un tracé papillaire pour préserver nos papilles, pardon. Ce que vous voyez ici, c'est le Prevgel. On va réaliser une thérapeutique avec, sans le nommer, une amélogénine, amélaire, donc c'est l'emdogaine que vous voyez ici. On va passer vite et on va se retrouver avec une suture en place pour préserver un maximum de tissu. On se souvient qu'elle découvre toutes les dents de manière énorme. Donc, encore plus important de l'avoir diagnostiqué dès le début par les photographies, de l'avoir anticipé pour la suite. Absolument. Et dès le début, elle nous dit, il est hors de question que je reste comme ceci. Je veux bien garder mes dents, mais à condition qu'on arrive à une solution à peu près esthétique. Alors, on va aller très vite sur le bilan numérique complet. Vous savez que c'est dans le module 2D, 3D, 4D, un DSD 2D 3D, ensuite une esthétique validée notamment par notre réanimation, les choix thérapeutiques, avec l'exposition du devis qui se met en place à certains endroits en fonction du traitement. Je ne rentre pas dans le détail. On va dans le détail, mais c'est déterminant pour que le patient comprenne, adhère et embarque. C'est le module 2D 3D 4D. Ça se trouve qu'il est en DPC, je crois, en plus. Allez-y, allez voir ça, parce que c'est la clé de notre succès thérapeutique. Et une fois que le patient a adhéré dans ce choix-là, eh ben forcément, la confiance est gagnée. Ça allait beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement, et pour la patiente, et pour nous, et pour l'équipe. Phototechnique DSD, on va passer vite, vous les connaissez, hein, ça c'est important. Même si vous utilisez des techniques de DSD 2D, type SmileCloud, ou peut-être que vous pouvez vous passer de certains actes, notamment les écarteurs. On a vu Sipaboka, qui sera bientôt d'ailleurs disponible sur filformation.com également, qui va nous expliquer comment gérer un peu différemment la 2D. On a quand même nous pris, et on continue de prendre l'habitude de mettre ces écarteurs pour bien dessiner notre DSD 2D. En tout cas, là, on veut absolument, tu veux lui refaire une ligne décollée qui soit parallèle à la ligne du titulaire. La plus alignée, que ce soit dessiné par rapport au visage. Tu as raison.
Driven, but. c'est comme ça qu'on dit, driven. Facially driven. Donc, faut la corriger. Des petites photos d'ambiance, ça nous fait toujours plaisir pour montrer qu'on sait utiliser l'appareil photo. Alors, on tenait, Sébastien et moi, à appuyer sur un point, peut-être, si on devait retenir une chose, ce serait ça. Vous connaissez tous cette règle de Tarnot, 92, ça commence à dater, entre la distance nécessaire pour avoir 100% de papille, entre le point de contact et le niveau osseux au niveau interproximal. Ce qui nous importe, c'est qu'on va devoir s'appuyer sur des logiciels, ici SmileCloud, pour ne pas le nommer, pour le DSD 2D. Évidemment que c'est fabuleux. Et quand on est capable de montrer ce traitement-là à la patiente, si on s'arrête à cette projection-là, évidemment, elle signe avec un gros danger, parce que vous, comme nous savons, grâce notamment à nos examens 2D, pourquoi pas avec un Scone Beam, que malheureusement, nous n'allons pas réussir à avoir ce triangle rose autour des dents, que nous n'allons pas réussir à avoir cette distance point de contact osseux si on garde ces formes de dents spécifiques. Et c'est encore plus important quand on va basculer sur le 3D. Et si on est tout de suite au cœur du sujet, voyez un peu l'alignement. Si on prend l'étude de Chou qu'on a eu la chance de voir, on salue d'ailleurs les copains de Perspective, 98% des patients vont évidemment largement préférer, même si les espaces sont un peu fermés, des dents un petit peu plus carrées, un petit peu plus rectangulaires, que garder ces triangles noirs. Parce que évidemment, cet aspect noir, là, ça vieillit les patients, même si on va en avoir besoin pour le passage des brossettes. Donc si tu as un problème parodontal et que tu vas faire un traitement étiologique parodontal, quand tu vas choisir tes dents au moment de ton 2D, c'est pas la peine d'aller prendre des dents triangulaires. C'est pas possible. Enfin, tu auras un problème. Tu vas prendre des dents plutôt rectangulaires. Et c'est là où c'est important d'en parler avec le patient avant de se lancer dans le traitement. Et là, le mock-up, on y arrive, si tu veux bien, avec la réalisation de la clé, passage du virtuel au réel. Là encore, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus. La séance de mock-up, regardez un peu le sourire, comment on a un risque important quand la patiente sourit. Effectivement, il va falloir, comme tu l'as dit, plus ou moins aligner nos collets, sinon ça va être compliqué. Plutôt plus que moins. Si là, on se retrouve à mettre en place des papilles très longues avec des dents très triangulaires, évidemment qu'on va lui vendre quelque chose de joli qu'on ne pourra pas forcément respecter. C'est pour cela que nous restons chefs d'orchestre du dessin DSD 2D, du dessin DSD 3D, et c'est là encore quelque chose qui va nous engager pour la suite du traitement. Donc DSD en terrain paro, c'est en terrain miné, quoi. C'est-à-dire que c'est plus délicat, et c'est le chirurgien dentiste, le parodontiste, qui va donner les indications. Si c'est pas vous qui faites la paro, c'est votre parodontiste qui va vous dire « Exactement. Moi, je pense que ta pointe de papille, tu peux la mettre là. » Et tu l'as très bien dit, cette notion d'équipe pluridisciplinaire, c'est valable également en paro, c'est valable en implanto. L'essentiel, c'est qu'on soit tous d'accord. Faites attention à ne pas engager trop un résultat que vous savez que vous n'allez pas forcément tenir. Ce qui est important dans ce schéma-là, parce qu'on va devoir gérer la partie esthétique, mais également la partie fonctionnelle, vous l'avez compris, on va pouvoir, pourquoi pas, se projeter sur un résultat avec des facettes. On va réanimer, toujours dans ce concept 2D, 3D, 4D. Je vous encourage à aller voir le module 4, où on va être capable de mettre en avant, dans l'enveloppe fonctionnelle de la patiente, le projet esthétique qu'on aura validé par le mock-up. D'autant plus important que si tu es sur un parodonte réduit, tu aimerais bien que ça fonctionne pas soit trop mal, quoi. Un certain temps. Et là, du coup, on a bien mis un S pour que ce soit marqué pour les choix thérapeutiques. On va basculer sur nos premiers choix. Là encore, le numérique nous apporte énormément de, on va dire, sérénité, puisqu'on va pouvoir s'appuyer sur les outils comme notamment nos guides chirurgicaux, que vous pouvez voir ici. Alors là, c'est un premier dessin. Il existe plusieurs types d'outils chirurgicaux. Là, à gauche, on l'a fait dans un premier temps pour le temps muqueux. Vous pouvez faire les deux temps comme à droite pour le temps muqueux et le temps osseux. Et vous allez, soit à la lame froide, soit au bistouri électrique, réaliser votre gingivectomie. Vous allez par la suite lever votre lambeau de pleine épaisseur, réaliser à l'aide soit d'un insert piezo, soit d'un insert rotatif des fraises spécifiques pour l'élongation coronaire, réaliser votre ostéoctomie. Alors ça peut paraître un peu, et j'en suis conscient, contradictoire. On a fait une régénération tissulaire induite pour gagner de l'os et on se retrouve à régénérer, mais malheureusement en négatif, pour équilibrer nos tissus. Malheureusement, il n'y a pas trop de choix. On a fait notre RTI pour garder la dent et on fait notre ostéoplastie pour garder un sourire à peu près satisfaisant. Tu redonnes tout le potentiel à la biologie pour qu'elle se mette et qu'elle te rende une cicatrisation qui soit optimale. Et surtout, ce que je note, c'est que, issu du dessin et de la projection digitale, tu te donnes les outils de retour au réel, le guide de coupe, pour couper exactement au bon endroit, sans même réfléchir. C'est-à-dire, tu arrives dans la salle de chirurgie, tu ne poses pas de questions. Le guide, il est un temps muqueux pour la première fenêtre. Vous gardez, vous connaissez ça, cette notion d'espace biologique, votre hauteur pour faire votre temps osseux. Et ainsi, vous êtes sûr de conserver un bon espace entre votre sulcus, votre attache conjonctive, votre attache épithéliale pour mettre en place vos préparations pour réaliser ensuite les facettes. Et là, c'est parti.
C'est parti pour la préparation, ça va très vite parce qu'on va basculer sur notre clé avec une sorte de mock-up. Alors là, on est dans le mock-up, là encore, c'est dans le module 2 Tu peux dire à thérapeutique. combien de mois tu es après ton endogain? On a laissé longtemps. La patiente a été très patiente parce qu'elle est restée longtemps avec cet épisode de trou noir. On a mis ceinture et bretelles, j'ai plus les chiffres en tête, mais entre 4 et 5 mois, c'est sûr. On va préparer à travers notre mock-up et on va pouvoir réaliser nos facettes. Là encore, on est en juxtagingival parce qu'on ne veut pas les trop enfouis. On a perdu des tissus, donc on est forcément dans une partie sémentaire. On n'est plus tout à fait dans l'émail. C'est pour ça que sur la partie très coronaire, vous pouvez voir une partie qui est non préparée ou quasiment pas préparée pour avoir un maximum, c'est écrit dans la littérature, d'attache de la facette dans l'émail. C'est très très important. Tu es bien rentré dans les proximaux pour réussir à avoir des points de contact qui soient corrects. Le fameux J de Pascal Magne. Réalisation du laboratoire Emotion Lab, réalisé également ou magnifié, comme tu le dis si souvent Sébastien, par Laurent Bougette. Le collage se fait dans les conditions classiques, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. L'avantage chez les paros, c'est facile ça, c'est plus facile. Oui, Si c'est pour propre. passer la languette, on est tranquille au niveau du champ opératoire, il n'y a pas trop de soucis. Il faut bien qu'il y ait des avantages. Et puis les points de contact sont relativement En aisés à général, placer. ça marche bien. Important évidemment, là encore, de coller dans des conditions idéales parce que là, il va falloir mettre ceinture et bretelles. En parlant de ceinture et bretelles, on ne peut pas laisser, à mon sens, à nos sens, je pense aussi, Sébastien sera d'accord, un schéma, même si on n'a pas trop allongé le bord libre, avec une perte osseuse non négligeable, une patiente sans avoir réalisé une contention. On bénéficie là encore des outils numériques, c'est la contention Memotain, qui nous permet d'avoir un positionnement de cette contention très simple à mettre en œuvre. Les orthodontistes en sont friands. Et puis voilà, on finit avec notre résultat. Alors, avec quelque chose qui au niveau, et c'est là le plus important, santé parodontale nous semble satisfaisant. La patiente était, je dois vous le dire, assez contente. On a peu ou prou aligné nos collets, il y a plein de petits défauts, on pourrait en vouloir aller Ça va largement. maturer, là, c'est quelques semaines après la pause. Et on a laissé, et c'est important, ces aspects de petits triangles noirs légers pour vraiment conserver ce passage de brossette. Sébastien parlait de 3 mois. En ce qui concerne cette patiente, la première année, elle vient tous les 2 mois voir notre consoeur pour réaliser cette technique d'hygiène. C'est irréprochable, mais il n'y a pas le choix. Et on va certainement espacer avec le temps. On va adapter, là encore, personnaliser notre suivi en fonction du risque parodontal, même si 2 mois n'existe pas sur le diagramme de Tonetti. Vous voyez le résultat, la patiente est satisfaite par rapport à sa situation initiale. Ce qui nous tient à cœur, c'est d'essayer de la suivre sur le long terme. Ça ne peut pas se faire sans une TSP de bonne qualité. Et un peu comme le digital qui nous sert tous les jours, la TSP nous sort également tous les jours si on veut garder un certain temps nos travaux en bouche. Donc la conscience des traitements parodontaux et de la maladie parodontale est permanente évidemment dans notre approche et dans le concept de D3-DKD, tout comme la conscience de la problématique occlusale. Je reviens, et c'est la fin, on revient sur les annonces qu'on a à faire. Le module occlusion en partenariat avec le professeur Orclip sera en ligne à partir de vendredi prochain et c'est une énorme avancée, un énorme travail et beaucoup de surprises pour vous. Ensuite, on a le DPC qui est disponible sur le premier et le deuxième module. C'est important parce que ça permet de faciliter la mise en route de ces formations. On n'est pas trop mal, on est un peu en retard, on est désolé pour le repas de la famille. On salue tout le monde, on se donne rendez-vous en octobre certainement. À très bientôt, en octobre on parlera de l'économie de temps quand on applique le concept. On prend des cas et on regarde qu'est-ce qu'on a gagné comme temps comparé à des traitements analogiques. Vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps. Vous trouvez toutes les annonces, les dates notamment sur filformation.com, ouverture également bientôt d'Instagram certainement pour Filformation. À très vite, merci. Très bonne soirée.